C'est bon. Tout le monde est en place. Tout le monde est bien assis. Technique, du côté de la technique, c'est pareil aussi. Alors, bonjour à tous. Je me présente, Marie-André Lamontagne. J'aurai le plaisir d'animer cette rencontre cet après-midi avec Louise Dupré. Vous le savez parce que vous êtes ici. Cette rencontre a lieu dans le cadre des salons littéraires de l'Académie des lettres du Québec. Donc, les derniers salons, et puis je reconnais ici des collègues là, de l'Académie que je salue. Avant d'aller plus loin, je voudrais rappeler ce que vous savez déjà, que le monde du livre, la littérature au Québec, ces derniers temps, a connu une série de disparitions qui nous ont tous désolés. Désolé, le mot est faible. Alors, je pense à Simon Roy, il y a quelque temps. Je pense à Laurie Saint-Martin, hier. Nous sommes encore sous le choc pour quelques-uns d'entre nous. Jacques Brault, autre choc, autre disparition. Et puis, rappelons-nous, en février, François Ricard. Donc, vous voyez, c'est la vie, c'est la mort, mais c'est douloureux tout de même. Alors, ce que je vous propose, avec l'accord de Louise, nous ne pouvions pas faire commencer la rencontre comme si ça n'avait pas eu lieu, ces disparitions. Alors, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va observer une minute de silence, où on va penser à ces auteurs, à leurs livres, et ce silence sera rompu après par 2 brèves lectures. Louise va lire un poème de Jacques Brault. Moi, je vais lire un extrait du dernier livre de Laurie Saint-Martin sur la traduction, Un bien nécessaire. Puis après, on pourra entrer dans notre espace mental qui est celui de cet après-midi. Donc, si vous êtes d'accord, on va procéder de la sorte. Donc, 1 minute de silence et de réflexion. Alors, je vais simplement vous lire un poème de Jacques Brault, tiré de la rétrospective qui a été publiée en l'an 2000. Le temps s'apaise, la vie s'achève, soleil bas, lune haute, c'est pas. Tout est blanc sur ma tête, la vie s'apaise, le temps s'achève, un dernier jour se lève sur mes épaules, dans ma bouche un cri, muet, lampe éteinte. Traduire, c'est une affaire d'adrénaline. Vivre sur la corde raide. On est là-haut, tout là-haut, sans filet, sans parachute. Personne n'est jamais passé par ici. Vous-même ne savez pas ce qui vous attend, sinon que vous risquez fort de tomber. Vous vous tenez là, sur la corde raide, vous vacillez légèrement, mais vous avancez. Cette silhouette que vous voyez loin devant, qui marche avec confiance comme si elle était au sol, c'est peut-être l'autrice ou encore une projection de l'endroit où vous espérez bientôt vous trouver. Ni filet, ni parachute, disais-je. Mais il y a le sol. L'original, c'est le sol, l'ancrage, la prise dont vous avez besoin. Vous le consultez,
vous le relisez, vous vous y référez sans cesse, mais il ne faut pas vous y accrocher, rien ne sert de regarder toujours vers le bas. Vous devez quitter l'original pour mieux revenir vers lui, vous envoler pour garantir sa nouvelle vie, le laisser derrière, mais l'incorporer à vos mots. L'original vous fournit un sol, mais pas un filet de sécurité. Il ne vous attrapera pas si vous tombez. Il ne se réjouira pas non plus. Il sera indifférent à votre échec. Traduire, c'est se trouver sur cette corde raide. Très beau texte de Laurie Saint-Martin, qui était traductrice et qui était aussi, évidemment, auteur. Évidemment. Alors, nous allons maintenant entrer dans notre espace. Ah, je salue Émile Martel. Oui, donc il reste 2 chaises. Il reste des places devant. Est-ce que c'est possible d'ajouter des chaises? Oui, pour que les gens puissent être assis. Parce que je l'ai dit tout à l'heure en demi-boutade, on est parti pour 3 heures. Là. Non, je vous rassure. De toute façon, le temps va passer très vite. Le temps passe toujours très vite quand... en bonne compagnie, mais en compagnie fructueuse. Voilà. Alors, cette rencontre avec Louise Dupré, je ne vais pas faire l'injure à Louise Dupré de la présenter, et vous faire injure de la même manière, parce que vous la connaissez. Alors, on l'a structurée en grands thèmes. Donc, il y aura des jalons qui vont rythmer cet entretien. J'ajoute que, comme nous nous tutoyons dans la vie, nous allons poursuivre, nous allons être cohérents, même si normalement, moi, en tant que journaliste, j'aime vous voyez les gens que j'interviewe, mais là, c'est différent. C'est un autre type. Ce n'est pas du journalisme, d'ailleurs, cet après-midi. C'est une rencontre littéraire. Donc, on ira au tutoiement. Donc, des grands thèmes qu'on a structurés, je les annoncerai à mesure. Et puis, mine de rien, on va traverser comme ça la prochaine heure. La vitesse va varier selon les thèmes, selon les sujets. Il y aura une partie peut-être de questions, si vous voulez, à la fin. Et puis, je vous rappelle qu'on est ici aussi pour se réjouir de cet exercice de joie, sans mauvais jeu de mots, de la parution de ce livre. Il y a une partie lancement après qui va prendre le relais et qui va nous permettre... puisque nous ne nous embrassons plus, au moins de nous côtoyer et de fraterniser autour d'un verre et de cette publication. Alors, le premier thème qui va nous occuper, chère Louise, je l'ai intitulé « Lecture de la littérature ». Donc, il s'agit au fond je me dis, un écrivain, homme ou femme, c'est aussi et peut-être surtout quelqu'un qui lit. Les livres lus forment l'écrivain et souvent informent l'œuvre. Et on ne lit pas de la même façon les mêmes livres, le même genre de livres tout au long de sa vie. Alors, parle-nous un peu des lectrices qui se sont succédées en toi. Par exemple, que lisait la petite fille et peut-être surtout comment lisait-elle? Je dirais que mes premières lectures se rapportent à ma tendre enfance parce que tous les soirs, en nous mettant au lit, ma mère nous lisait un conte. Alors mes frères et moi, on se retrouvait tout propre dans un grand lit. Et là, on voyait apparaître des monstres, des princesses, des rois, des princes. Et ce seront mes premiers souvenirs de livres. Et très tôt, j'ai aimé la lecture. J'ai aimé la lecture parce que ça me permettait de m'évader en dehors de la réalité. Je vais vous dire franchement, vous allez voir mon âge. On n'avait pas de télévision, évidemment, pas de jeux vidéo, pas de tablette et rien de tout ça. Et c'était notre façon de sortir de la réalité. Une réalité qui était assez difficile par moments. Alors, j'ai beaucoup lu. Et je suis allée faire mon cours classique. Ça va dire quelque chose à beaucoup d'entre vous. Alors, chez des religieuses, et on a continué à lire le Lagarde et Michard, autre livre. Qui est le manuel de littérature. Le manuel de littérature. Mais elles étaient vraiment aussi... Elles aimaient la littérature.
Et c'était quelle congrégation? C'était les Sœurs de la Charité du Sacré-Cœur, qui était une communauté française qui avait dû sortir de France pour venir s'installer ici. Oui. Alors, la directrice du collège, Sœur Marie-Ernestine, avait un doctorat de la Sorbonne sur Claudel. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup impressionné quand j'avais 12 ou 13 ans. On ne sait pas d'où les idées viennent et pourquoi on fait tel ou tel parcours. Et puis, on se rend compte à un moment donné que ça vient peut-être de très loin. Mais on dit souvent que tout le pari, les enseignants, puis tu as été proche, c'est de transmettre le plaisir de la lecture à travers une œuvre enseignée qui souvent tue ce plaisir. Oui. Là, manifestement, ce n'était pas le cas. Elles avaient su, ces religieuses, transmettre le plaisir, même à travers la gare des Michards, qui n'est pas particulièrement sexy. Joyeux, non? Oui. Alors, oui, mais c'était quand même assez avancé parce que je me souviens que j'ai joué la première pièce de théâtre dans laquelle j'ai joué. C'est La Maison de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca. Et je suis sûre que, tout comme elle vient de là, d'une certaine façon, un huis clos entre femmes, toute la relation mère-fille qui est très importante. Et on avait fait un travail de recherche, on avait 16 ans, sur les fleurs du mal. Alors, c'était quand même assez audacieux à l'époque de faire travailler des jeunes filles bien sur les fleurs du mal. Donc, pas d'index dans cette histoire, non? Ces braves religieuses? Ben, c'est-à-dire qu'on ne nous faisait pas lire n'importe quoi, mais on nous permettait, on considérait que Baudelaire, tout mis à l'index, tout sulfureux soit-il, tout punk soit-il, était assez important pour qu'on le lise. Ouais. Et que sa poésie était une poésie que des jeunes filles comme nous devaient lire. Ouais. Et donc, ça, c'est donc la petite fille, la jeune fille. Il y avait, si je comprends bien, une gourmandise très tôt qui s'est montrée par rapport au livre. Oui, et j'ai décidé d'aller en littérature pour continuer à lire, pour continuer à travailler sur la littérature. Et c'est seulement à l'université que j'ai découvert la littérature québécoise. Mais ça se comprend par le cursus, non? La formation qui était donnée. La littérature québécoise n'était pas enseignée dans les années 50, mettons, ou 40, Absolument 50, pas. 60. Non. Et c'est ça. Et non seulement la littérature québécoise, mais la littérature des Caraïbes, la littérature francophone africaine. Alors, je suis allée à l'université de Sherbrooke et on m'a fait découvrir tous ces auteurs-là. Alors, quels auteurs? Ben, des auteurs en littérature québécoise, Anne Hébert, évidemment Saint-Denis Garneau, des auteurs plus âgés. J'ai lu Angéline de Montbrun, j'ai même pensé faire mon mémoire de maîtrise sur Angéline de Montbrun, mais j'ai découvert la poésie. Juste à temps. Et j'ai fait mon recueil, ma maîtrise sur le recueil de Fernand Ouellette, Dans le sombre. Un de ces recueils très, très sensuels. D'ailleurs, il riait. Dans un colloque, je lui ai dit ça, que c'est l'érotisme chez lui, c'est la sensualité qui m'a amené à la lecture de Fernand Ouellette. Et il trouvait ça très amusant. Et donc, ces auteurs québécois qui n'existaient pas dans l'espace mental de la lectrice, la jeune lectrice que tu étais, tout à coup se sont mis à exister. Oui. Est-ce qu'ils étaient présentés déjà comme des classiques, avec des jeunes classiques, on va dire, des classiques fraîchement élus? Je ne me souviens pas. C'est trop loin, là. C'est vraiment, j'avais 19 ans à peu près. C'est loin, c'est très, très loin pour moi. Mais je me souviens qu'on avait un professeur merveilleux qui s'appelait Antoine Serrois, qui nous a fait beaucoup aimer la littérature québécoise. Et j'ai vraiment eu la piqûre et je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la poésie ou la littérature française et je vais travailler, moi, sur la littérature québécoise pour mieux la faire connaître, mieux la diffuser. Alors, ça a été un engagement.
dès ce moment-là. Ouais, donc il y avait presque une dimension, j'allais dire politique, mais dans le bon sens du Oui, terme, là. Ouais. exactement. De- Il y a eu dans mon choix d'objet de recherche une dimension politique pour la littérature québécoise, puis ensuite pour l'écriture des femmes. bon, on a parlé de la petite fille lectrice, de la jeune Hum. fille lectrice, de la femme lectrice. Maintenant, que lis-tu? Oh mon Dieu. Vers quoi te portent tes goûts? Je lis surtout de la poésie, ça je l'avoue, surtout de la poésie. Je lis des essais, je lis des romans aussi, je lis tout ce qui me tombe sous la main. Mais évidemment, c'est tellement riche, le nombre de livres qui se publient chaque année est tellement grand. Les publications sont tellement nombreuses qu'on ne réussit pas à tout suivre. Je ne sais pas si vous réussissez. Je sais que toi, tu es une grande lectrice Mais aussi. on est tous ici des grands On est lecteurs. tous et toutes des grandes lecteurs et lectrices, mais je lis tout ce que je peux, mais évidemment, ça a des limites. Que demandes-tu à la littérature ou à un livre en tant que lectrice pour continuer ou alors le mettre de côté, étant donné le foisonnement de titres et de... C'est très rare que je mets un livre de côté. Quand je commence un livre, habituellement, je le termine. Ce que je demande, c'est de m'étonner, de me déconcerter et de me faire écrire. Pour moi, un bon livre, c'est un livre qui va susciter quelque chose qui était là, chez moi, mais que je ne réussissais pas à exprimer ou quelque chose qui me saisit, que je n'attendais pas. C'est comme une révélation. Pour moi, un grand livre, c'est ça. Et évidemment, on ne peut pas toujours lire uniquement des grands livres, mais habituellement, il y a quelque chose dans un livre qui est unique, Ouais. toujours. Mais j'ajouterais que pour être capable de reconnaître un grand livre quand il y en a un, il faut avoir des éléments de comparaison. Donc, il faut avoir lu des livres, toutes sortes de livres, non? Pour établir une hiérarchie propre à soi, là, mais bien sûr. Mais... Oui, il faut avoir une hiérarchie pour établir, mais j'avoue que ça tient aussi du coup de foudre. Parfois, c'est un livre qu'on n'attendait pas ou qu'on ne soupçonnait pas euh, qui va nous parler alors que ça ne te parlerait pas à toi ou ça ne parlerait pas à d'autres de mes amis. C'est une rencontre. Et est-ce que le livre a besoin d'être unique, a besoin d'être tellement différent des autres, plus grand que les autres pour provoquer la rencontre? Ben, c'est comme dans la vie, la personne n'a pas besoin d'être extraordinaire, elle a besoin d'être elle-même et on l'attend à ce moment-là. Elle répond à quelque chose. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Exactement. Exactement. On va passer au thème 2. Le thème 2, vision de la littérature. Alors, si, au fond, ta conception de la littérature. Mais conception, il y a déjà quelque chose de conceptuel, justement. Vision, je trouve qu'il y a un côté plus ouvert, plus à toutes sortes de possibles, et c'est là-dessus que j'aimerais t'entendre. Simone de Beauvoir a compté pour toi, tu t'es déjà exprimé là-dessus dans des entretiens, mais tu ne l'as pas suivi sur le terrain de la littérature engagée, comme on disait à l'époque de Sartre et Beauvoir. Ton univers à toi, à mes yeux du moins, c'est celui de l'intime, mais un intime rendu parfois poreux, ou presque toujours poreux, perméable à la rumeur du monde. Je pense à Théo à jamais, je pense à Plus haut que les flammes et d'autres titres. Quel est l'usage, quelle est la richesse littéraire de l'intime pour toi, de cet univers-là qu'on appelle l'intime? D'abord, toute personne est un mystère. Et un livre recèle un mystère aussi. Et quand je lis ou quand j'écris, j'essaie de retrouver cette intimité-là, mais vraiment au sens latin du terme, intimus, ce qu'il y a de plus intime en soi, de plus profond, de plus étranger, pour essayer de l'exprimer.
de l'exprimer et pas seulement de l'exprimer de façon, à la façon de la traduction, mais à la façon de la recréation d'un autre je, d'une autre subjectivité. Alors pour moi, ce qui est le plus riche dans l'intime, ben, c'est que c'est la base de l'individualité, la base de la subjectivité. Et je crois qu'on est à une période où la subjectivité est extrêmement malmenée, où les stéréotypes sont plus nombreux que jamais, où les personnes vont adopter des comportements qui sont des comportements qui sont attendus. Alors, cette subjectivité-là est importante et pour moi, c'est vraiment un travail de longue haleine. La subjectivité féminine, c'est autre chose au sens où il y a beaucoup, beaucoup d'éléments chez les femmes qui n'ont pas été encore abordés, nommés, disséqués, approfondis. Il y a très peu de choses qui ont été dites chez les femmes parce qu'on sait que c'est une littérature masculine dans laquelle on baigne. Et encore aujourd'hui, malgré tous les progrès qu'il y a, et moi, je me fais je dirais pas un devoir, c'est pas ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller nommer certains points de cette subjectivité des femmes qui me passionne. Oui, mais donc la subjectivité, c'est une chose, mais l'intime ou l'intimité, c'est autre chose. La subjectivité, tu l'as dit, elle est malmenée aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait dire que l'intime est mis à mal aussi pour toutes sortes de raisons d'étalage ou de mise en scène de soi que l'époque réclame? Nécessairement, l'intime est mis à mal. Nécessairement, si la subjectivité est malmenée, l'intime l'est aussi, mais c'est justement le travail des écrivains, le travail des créateurs, de redonner à cet intime-là, ce qu'il y a de plus profond en soi, un lieu pour exister. Ouais. Alors, c'est ce que j'essaie de faire dans mon écriture et dans mes articles universitaires aussi. Je veux dire, c'est pas non plus coupé pour moi, c'est deux postures différentes, mais essayer de mettre le doigt sur ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne veut pas savoir, ce on ne voudrait pas apercevoir, surtout pas. Est-ce que je réussis? Ça, c'est toujours la question. Mais en tout cas, c'est vers là que je vais. Et pourquoi on ne veut pas savoir? Pourquoi on ne veut pas voir? Pourquoi l'intime, souvent, se dérobe-t-il? Peut-être que c'est l'intime qui se dérobe aussi à la vue. Ben, oui, l'intime se dérobe à la vue. Et malgré l'extime qu'on voit aujourd'hui, Ouais. on travaille beaucoup sur l'extime, sur le fait qu'on parle de tout, sans ménagement, on dit tout. Mais justement, est-ce qu'on dit ce qu'il y a à dire? Sûrement, par moment, mais je crois qu'on doit toujours aller plus loin. L'écrivain doit toujours défoncer des murs, même s'il semble y avoir des petites fissures dedans. Ouais. L'intime, mais il y a aussi la douleur intime que vous montrez, qu'écrire rend manifeste. Là, Mm. la douleur peut aussi être une chose tue Exactement. ou non Oui. montrée. Les personnages, les situations, les vers dans un poème offrent-ils un cadre pudique, je dirais, à la douleur à la douleur intime? Est-ce qu'ils offrent ça dépend, ça dépend. Je dirais que le tu permet Hmm. de rendre la douleur pudique. Alors, dans mes derniers recueils de poésie, j'ai beaucoup écrit au-tu, à la deuxième personne du singulier, qui est un je qui se regarde à Ouais. distance. Alors, je travaille ce tu-là pour justement comprendre Hmm. cette distance-là qu'il y a entre un je qui serait assumé et un tu qui est vraiment, vraiment fragile et qui, lui, se risque. Hmm. Et risque des énoncés que le je ne risquerait peut-être pas. Ouais. La distance entre les deux, ben, c'est la distance de la littérature, en fait. Ben, c'est la distance du langage, je dirais.
C'est le chemin c'est emprunté. le chemin emprunté de l'intime qu'on porte en soi jusqu'au langage, et non pas comme traduction, mais comme mise en forme, Mm. encore une fois. Mm. Pour moi, c'est extrêmement important, cette mise en forme de l'intime dans l'écriture. Tu as parlé de subjectivité, d'intime. En quoi l'intime rejoint-il l'universel? Parce qu'on sait qu'il peut le rejoindre. Ben, je pense que, bon, moi, j'ai beaucoup aimé le titre de Danielle Salnave, Le don des morts, Ouais. et elle en parle beaucoup mieux que moi. Et elle va dire que ce qu'il y a de plus particulier, c'est souvent le plus universel, parce que l'être humain, malgré tout ce qu'on dit, n'est pas du tout original. Et il y a une sorte de noyau d'intimité qui pourrait être un dénominateur commun chez tous les humains. Alors, je crois à ça aussi profondément, et on le voit souvent. On peut être vraiment étonné parce qu'on écrit un livre, et puis la personne qui se sent concernée, ça ne sera peut-être pas la personne à qui on pense, mais Mm. ça va Mm. être une personne euh, on ne penserait jamais qu'elle puisse être sollicitée parce qu'on a dit, ou bouleversée. Et Et ça, c'est la part universelle, donc. ça, c'est la part d'universel dans l'expérience humaine. C'est la part d'universel. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde va aimer tous les livres. Mm. Bon, disons qu'on ne touche pas toujours à l'universel, mais quand même, je pense que les grands livres, ou les livres, j'aime pas faire des catégories, les grands, les moyens, les Mm. petits, là, c'est pas la question, mais des livres importants pour une personne. Parce qu'un livre important pour moi pourrait ne pas être un livre important pour toi. Mais pour moi, les livres importants, c'est des livres qui vont toucher à l'universalité Mm. chez l'être humain. Pourquoi dis-tu que tu n'aimes pas établir des catégories grands livres, livres moyens ou petits livres? Il faut bien aussi. On parlait tout à l'heure de la hiérarchie là, qu'une lectrice se fait à elle-même. Mais quand on lit pour le plaisir, je comprends que c'est important dans une littérature d'avoir des classements, de dire voici quels sont nos grands auteurs, quels sont les moins grands auteurs du passé, du présent et tout. Mais quand on lit, nous, je ne lis pas comme ça. Je lis Mm. parce que ce livre-là me touche, me plaît, m'intéresse, et je ne pense pas à classer les livres. Je ne Mm. suis pas dans ce processus-là Mm. de classement de la littérature. Je suis dans la réception et dans le fait que tout à coup, un livre me touche. Et entrer de plein pied dans un univers, Exactement. par exemple. Exactement. Thème 3, pratique de la littérature. Vous voyez, c'est assez ordonné, hein? Mais c'est ordonné, mais c'est fluide, Oui, n'est-ce oui, pas? tout à fait. J'espère qu'on est fluide. Thème 3, donc pratique de la littérature. Ton œuvre, à ce jour, compte plus d'une vingtaine de titres dans plusieurs genres. Tu as commencé à publier par la poésie. La poésie était, tu as dit tout à l'heure que tu étais une grande lectrice, surtout de poésie. La poésie est-elle encore aujourd'hui, on pourrait dire, ta langue première, ta langue d'écriture? Oui, oui. Je regarde tout livre par le biais des yeux de la poète que je suis, et j'écris tout, tout texte par le regard de la poésie aussi. Mes romans, dans un roman, chaque mot est important. Chaque mot, je choisis chaque mot, chaque phrase, le rythme de chaque phrase. Même dans mes articles, bon, c'est peut-être parfois je suis un peu plus pressée, puis je ne peux pas tout faire ça, mais j'essaie que le rythme soit là, que le rythme puisse nous parler, le rythme puisse être la base de l'écriture. Et les sonorités, tout est pensé pour... Enfin, c'est l'amour de la langue, et l'amour de la langue, l'amour poétique de la langue. Pour moi, la poésie, c'est pas nécessairement la course aux métaphores, c'est pas nécessairement les belles images, c'est une attitude par rapport à la langue
où on trouve une sorte de volume à la phrase et que la phrase se met à vibrer. Et pour moi, ça, c'est vraiment ce qui compte. Et prose, poésie, théâtre, tout genre Oui, confondu. tout à fait, Parce tout à qu'en fait. poésie, on pourrait dire que, en effet, chaque mot compte puisqu'ils sont moins nombreux, Hum, mais aussi dans un roman qui, par définition, peut compter plusieurs pages. Il y a cette même exactement. attention, cette même Oui, pesée des mots euh, oui, jusqu'à la fin. et le regard de la poète sur la réalité, sur le Oui, monde. Ton regard est-il poétique? oui, mon regard est poétique, je pense, mais qu'est-ce qu'un regard Oui, oui, on va le poétique? définir dans un Là, instant. je pense qu'il faudrait qu'on fasse un colloque là-dessus ou poser des Non, questions à juste la un salon salle. littéraire, ça va te suffire. Ça va aller. Euh, un regard poétique, pour moi, c'est un regard qui essaie de, justement, de voir ce qu'on ne veut pas remarquer, Hmm. on ne veut pas entendre, ce qu'on ne veut pas sentir, et essayer de le rendre, Voir au-delà des apparences un peu. voir au-delà des apparences, mais rendre la langue sensuelle. Ah oui. Pour moi, c'est extrêmement important. La sensualité du langage fait apparaître tout à coup le monde autrement. Et j'essaie de faire en sorte de rendre constamment ma phrase, comme je disais, la plus sensuelle possible. Hmm. Ça, c'est l'héritage de Fernand Ouellet et de la thèse de doctorat, Oui, d'une oui, certaine façon. oui, tout Ou à alors, fait, ça tout résonnait à fait. déjà, Ça résonnait, ça a oui, oui, cristallisé oui, évidemment cette oui. dimension, mais Oui, mais il faut relire aujourd'hui Dans le sombre de Fernand Ouellet. C'est très étonnant quand on a lu uniquement ses dernières œuvres. C'est ouais. un recueil vraiment très sensuel. Bon, qu'ils nous entendent. Euh, Poursuivons donc, pratique de la littérature. La Memoria a marqué donc ton entrée dans le roman. Et tu as expliqué déjà dans un article dans Voix et Images que le désir de raconter et le désir du lyrisme étaient imbriqués jusque-là. Parce que là, tu as parlé du poids des mots, du rythme, et tout ça, ça appartient résolument, on va dire, au monde de la poésie. Mais le désir de raconter, c'est pas forcément le monde de la poésie. Donc, c'était imbriqué et qu'alors, ils se sont distingués, ce qui n'empêche pas les poèmes en prose, évidemment. Comment circonscris-tu, comment cernes-tu l'entité vers dans un poème en prose, par exemple, ou dans un poème, ou qu'est-ce qui fait qu'un vers est un vers et pas simplement une phrase, ce qui serait déjà beaucoup, là, une phrase rythmée, puis une phrase... mais comment arrives-tu à circonscrire l'entité vers? Ben, parce que j'écris, je réécris, je réécris, et à un moment donné, je sais que c'est un vers. Et que Donc, il n'est pas donné, ce non, il vers. n'est jamais donné. Je suis très intuitive, même si j'ai l'air très rationnelle comme ça, je suis une personne très intuitive et c'est la pratique qui fonde mon écriture. Donc, je regarde, je découpe, je refais, je recommence. Pour Plus haut que les flammes, je suis en train de classer mes manuscrits, là. Et parfois, il y a 11 versions, 13 versions pour une page et tout. Et donc, je reprends, j'ajoute des mots, j'en enlève. Alors, tout ça, c'est un travail qui fait en sorte que je finis par savoir que c'est un vers. C'est un vers quand chaque syllabe est à la bonne place, quand chaque sonorité est à la bonne place et que, évidemment, j'ai l'impression que j'arrive à une sorte, que je ne pourrais plus rien changer. Alors, voilà. C'est très, très difficile d'expliquer ça autrement. Il faudrait que je fasse une étude sur ma propre écriture Oui. et on n'est pas capable de faire ça Mhm. soi-même, hein. C'est quelqu'un d'autre qui peut le faire, mais nous, on n'est pas capable de faire ça soi-même. Je veux dire, c'est un peu comme un sculpteur qui va qui va découper ici, qui va couper là, qui va donner un coup de ciseau ici. Pourquoi le fait-il? C'est parce qu'il sent qu'il doit le Ouais. faire.
Mais moi, je sens que je dois le faire et que le poème doit être découpé de cette façon-là. Donc, c'est à la fois une démarche rationnelle, parce qu'il y a un exercice, il y a un travail, Et oui, il y a de la sueur. Et oui, puis, c'est une démarche irrationnelle, c'est-à-dire qu'il y a une matière première oui. elle, peut être donnée, Oui, non? qu'on Oui, sculpte, une matière qu'on arrache, hein, qu'on arrache mot à mot et qu'on finit par sculpter en regardant ce que ça donne, sans nécessairement se dire c'est ça que je veux oui, écrire. oui. Alors, je vois le résultat, puis je me dis oui, ça ressemble à ce que je veux dire ou ce qui vient, ça me plaît, et donc je vais continuer. Ouais. Mais allons plus loin. Pourquoi cette telle matière première va-t-elle vers toi, s'impose-t-elle à toi, poète, et pas une autre? Rilke disait que les poèmes, alors on ne disait pas matière première, il disait poème, existait quelque part avant d'être écrit. Et que toute la tâche du poète, c'était d'avoir des bonnes antennes, finalement, pour capter ces poèmes qui existaient. Et le défi aussi, la grandeur du poète, c'était de les capter puis de les traduire Hmm. dans une forme poème. Euh, Tu n'es pas dans cette conception de la poésie. Pas du tout. Mais la matière première, pourquoi reconnais-tu telle matière première et pas telle autre? C'est-à-dire qu'à la fin, oui. Mais au début, je suis très, 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 très souvent déconcertée. Et quand je suis très déconcertée, généralement, quand ça ne va pas du tout, parce qu'il y a toujours une phase où ça ne va pas du tout, je sais que j'approche de quelque chose qui peut être nouveau ou intéressant pour moi. Je sens que je tiens quelque chose. Quand c'est trop facile et quand j'ai l'impression de traduire, justement, Hmm. c'est assez souvent des poèmes banals. On dit banal. Alors que pour arriver à quelque chose, il faut que la langue se mette à... Il faut brasser les mots, hein, et puis essayer de voir ce qui va sortir de tout ça. Et quand on a l'impression, parfois, on est presque au bord du désespoir, on dit ça, j'ai travaillé inutilement, ça ne donnera absolument rien. Quelque chose Hmm. surgit, un petit éclair surgit, et là, ça se met en forme. Ouais. Si je peux raconter une anecdote sur Plus haut que les flammes, en classant mes manuscrits, j'ai trouvé 7 ou 8 ou 9 pages où je savais que ça allait dans ce manuscrit-là, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et j'ai retrouvé à un moment donné que dans ma mémoire, c'était le début. C'était le début. J'avais écrit 8 ou 9 pages qui ne sont pas intéressantes, qui n'en valent pas la peine et que j'ai enlevé ensuite. Et j'ai commencé à la 9e page. Là, j'avais touché quelque Et chose. quelle était la fonction de ces 8 pages? Une Sans, mise en train? une mise en train, sans doute, et je tournais autour du pot. Hmm. J'essayais de Hmm. voir, de dire ce que j'avais vu à Auschwitz, Ouais. Birkenau et Hmm. tout, mais c'était assez banal. Et donc, mais à la 9e page, tout à coup, quelque chose est venu. J'ai senti que là, c'était incarné. Hmm. Hein. Alors que tout à coup, c'est comme si l'impulsion d'écrire pleinement était venue, alors qu'avant ça, ça ne venait pas vraiment. Alors, dans cette conversation, c'est une conversation aussi illustrée par des lectures qui vont à deux reprises. Donc, on va faire une première lecture. C'est Denise Desautels qui a bien volontiers accepté de lire des extraits de l'œuvre donc de Louise Dupré. Et on a parlé de poésie, mais ce ne sera pas de la poésie qu'elle va lire. Vous allez voir précisément pourquoi à écouter l'extrait. Oui. Bonsoir, bonjour, pardon. Veux-tu que je tienne le micro? Oh, je vais essayer. Non. C'est gentil. Peut-être tout à l'heure pour la poésie, ça Pour- va être un peu plus compliqué. Encore une fois, me voici prise au piège de mon passé. Est-ce étonnant? Maintenant, je l'accepte. J'étais naïve de vouloir raconter le drame comme une histoire séparée de moi. Théo n'est pas un électron libre. Tout se tient, dans l'écriture comme dans la vie.
Mais je suis gênée chaque fois que je me relis. J'ai toujours détesté me dévoiler. L'impression que, en me révélant, je vais me désintégrer. Si j'avais commencé ce récit immédiatement après la mort de Théo, aurait-ce été plus facile. J'étais dans un état tel que je me serais posé moins de questions, mais je n'arrivais pas à mettre mes pensées en ordre. Les pages que je noircissais à Miami étaient un véritable fourre-tout. Je notais toutes les pensées qui me passaient par la tête. Écrire m'humilie, me mortifie, mais je continue, poussée par j'ignore quoi, une énergie plus puissante que moi. C'est physique par moments. Un courant d'une force inouïe qui monte, brise mes barrages les plus résistants, envahit tous mes muscles. Je n'éprouve pas de honte, plutôt un apaisement, celui d'arriver à me faire violence, à nommer la douleur. La honte vient plus tard, une fois mon ordinateur éteint. Il y a heureusement une contrepartie. L'écriture me rassure, je l'avoue. Comme je ne peux pas tout raconter, je dois constamment faire des choix, conserver seul les faits qui me semblent significatifs. J'ai alors l'impression de reprendre le contrôle de la réalité. J'ai beau dire que je veux mettre à mort la petite fille toute puissante qui m'habite, ce récit lui redonne ses droits. Cela, je le vis aussi quand je fais du montage. Une romancière norvégienne a affirmé en entrevue qu'il n'y a jamais de certitude dans l'écriture. Je revois son visage, magnifique regard, rides pleinement assumées, douce détermination dans les gestes. Je n'ai pas retenu son nom impossible, mais je l'ai cité à l'université, dans la classe du professeur malade que j'ai remplacé au pied levé pour la session. Tous les arts ont des points communs. Un étudiant m'a demandé ce que je voulais dire concrètement. Il avait la voix de Théo et ses intonations. J'ai tressailli. J'ai fait semblant de réfléchir, le temps de rassembler mes esprits. J'ai parlé du cinéma d'auteur, bien différent des films avec lesquels les jeunes ont grandi. Les étudiants ont acquiescé. Ils veulent devenir Bergman, Jean-Claude Lauzon ou Agnès Varda. C'est beau d'avoir des rêves. Si je n'avais pas eu de rêve à 20 ans, je ne serais pas allée vers le cinéma. Quel métier aurais-je choisi? Alors, Louise, cinéma, littérature, commentaires? Effectivement, si j'étais en cinéma, je serais monteuse. Ce travail-là, j'adore le travail de précision, le travail de montage, de formalisation. Monteuse comme ton personnage. Exactement, ouais. exactement. Alors, mais je préfère la littérature. Le cinéma est un métier impossible. Les cinéastes le savent bien. Et j'aurais été sans doute très malheureuse parce que je ne suis pas la personne qui aime travailler en équipe. Je préfère travailler seule. Thème 4, mais on n'est pas seul cet après-midi. Non, on n'est pas seul. Mais ça, c'est la partie après le labeur, C'est justement. C'est la partie échange Ah. C'est la récompense, en fait. C'est la récompense. Thème 4, perspective et engagement féministe. Alors, tu as écrit pour le théâtre, tout à l'heure tu l'as mentionné, tout comme elle, avec Brigitte Hengens. Tu as écrit avec Louki Bersianic, Nicole Brossard, Louise Côte-Noire qui est ici, Gail Scott et France Théoret, La théorie un dimanche. Puis il y a d'autres essais aussi. Tu as parlé tout à l'heure de la subjectivité féminine qui n'était pas assez connue, assez explorée et qui t'avait donné envie, toi, de t'y consacrer. Le féminisme d'une part, mais aussi le féminin. C'est une part importante de ton œuvre. Comment les désigner? C'est un prisme par lequel ton regard sur le monde s'affine? Ben, j'ai commencé à écrire parce que justement, je trouvais que rien n'avait été dit encore sur la subjectivité des femmes. Rien.
beaucoup de choses. Quand j'ai commencé à écrire, il y a déjà près de 40 ans, alors évidemment, ça a beaucoup évolué, mais quand même, il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Et je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de femmes ici qui travaillent aussi dans le même sens. Et on essaie justement, je dis on, je me permets de dire on, parce que c'est très important de mettre au monde une subjectivité femme qui va permettre que les femmes puissent apprendre à se nommer, à explorer leurs douleurs, leur façon de voir le monde et qu'elles habitent complètement leur vie. Oui, mais de tout temps, les femmes ont écrit, non? Moi, j'ai en tête l'histoire des femmes, la volumineuse histoire de la littérature des femmes par Martine Reed de chez Gallimard dans la collection Folio. C'est deux gros, forts volumes. Et en les lisant, c'est passionnant. On voit que de tout temps, les femmes ont écrit. Mais donc, c'est la reconnaissance de cette écriture qui n'était pas au rendez-vous toujours? Ben, c'est la connaissance d'abord. Oui. Hein, on se rend compte, par exemple, qu'en Grèce antique, dans la Grèce antique, il y avait des femmes philosophes. On sait à quel point c'est difficile pour une femme philosophe encore aujourd'hui. Et on se rend compte à quel point on a à faire connaître, mais à faire reconnaître aussi. Et plus les femmes écrivent, plus elles vont loin, plus elles apprennent à nommer. Et je trouve que c'est extraordinaire de voir tout le chemin qui s'accomplit, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Et je ne baisse pas les bras. Les années 70 dans la littérature québécoise ont été marquées, les années aussi après, mais par l'écriture des femmes. Hein. C'était même Oui. un concept. Là, Oui, qui, oui, oui. Cette catégorie a-t-elle toujours sa raison d'être, littérature des femmes, ou était-ce une étape justement pour une légitimation, une reconnaissance de cette forme d'écriture? Mais je pense que ça a été plus qu'une reconnaissance, ça a été tout un champ théorique aussi, qui a été extrêmement important, qu'on n'avait pas avant, et une façon de voir le monde qui a été très, très riche et qui a provoqué d'autres champs de connaissances ensuite, les études gays lesbiennes, les études queer et tout. Toutes ces études-là viennent de ces ouvertures-là sur le genre sexué. Et aujourd'hui, on remet beaucoup de concepts en question, mais s'il n'y avait pas eu des débuts dans les années 70 ou même avant les années 70, on n'en serait pas là. C'est extrêmement important, je pense. Et il faut faire très attention pour ne pas balayer ça. Moi, ça m'inquiète actuellement beaucoup parce que si on dit l'écriture des femmes n'est plus importante ou on parle de tout est réglé. En tant que catégorie. Oui, en tant que catégorie, ce n'est pas important. À ce moment-là, il peut y avoir un recul important, je crois, socialement et sur le plan de l'art. Là, je peux pas m'exprimer, je n'ai pas le temps de dire tout ce que je voudrais dire là-dessus, mais ce serait très dangereux de dire, voilà, on a dépassé ça. Ce n'est plus la mode, on a tout fait ce qu'on devait faire. Non, il faut continuer à travailler, à approfondir et à remettre en question les concepts parce que, justement, si on ne remet pas constamment en question les concepts, on risque justement de se retrouver comme avant. Oui, mais remettre en question les concepts, les femmes se trouveraient donc, comment dire, bien ou trop mal placées, donc du coup, incitées à remettre en question les concepts plus que les hommes? Oui, parce que les hommes ont eu toute la place dans l'immensité de la littérature, de la culture, des arts et tout, et les femmes ont eu très, très peu de place.
Et effectivement, aussitôt qu'on se dit, nous faisons partie de la grande humanité, on fait partie de l'humanité des hommes et on perd notre humanité à nous. On perd notre façon de voir le monde à nous. Ouais. Alors, je pense que pour moi, ça, c'est extrêmement important de dire, je voudrais que on continue à explorer tout ce qui est féminin, de l'ordre, pas du féminin, de l'ordre, quand c'est féminin, là, dans le sens qu'on peut le penser, mais de l'ordre de la féminité et de l'ordre de la condition, pas une féminité inhérente, là, mais de la condition des femmes et de ce que vivent les femmes. Ouais. Que penses-tu du féminisme actuel tel qu'il évolue? Ben, je pense que moi, je suis pour une évolution. Je suis ouverte. J'essaie, comme personne de ma génération, de rester ouverte à ce que font les générations qui me suivent. Et il se fait un travail énorme aussi chez les jeunes femmes, qui n'est pas le travail qu'on a fait nous, en tout cas des femmes de ma génération, mais qui est un travail vraiment, qui est un travail courageux, vraiment courageux. Et je pense par exemple à Armer la rage de Marie-Pierre Lafontaine. Je pense à des textes comme ça qui ne peuvent exister qu'aujourd'hui. Mais c'est étonnant, c'est une façon de voir totalement différente de la mienne, mais j'essaie de rester ouverte et réceptive au travail qui se fait et au travail des jeunes générations et des jeunes poètes, des jeunes romancières, pour voir un peu ce qu'elles écrivent, comment elles voient les choses, qu'est-ce qui les intéresse. Alors pour moi, ça fait partie aussi d'une ouverture au monde qui est primordiale. Oui. Le féminisme, il y a eu des historiennes du féminisme qui se sont penchées sur son évolution. Première vague du féminisme, deuxième vague, bon, etc. Des féministes aujourd'hui, comme Margaret Atwood, qui estime que la présomption d'innocence doit demeurer un principe, comme J.K. Rowling, qui rappelle qu'une personne avec un vagin ne peut être qu'une femme, et d'autres comme Elisabeth Badinter, qui rappelle les principes de la laïcité, sont dépassés, ces féministes-là, sur leur gauche, par des militants qui reprochent, des militantes aussi, qui reprochent à ce féminisme d'être celui de blanches privilégiées. De quel féminisme es-tu? De quelle école féministe es-tu, toi, maintenant? Oh là là! Hein? Terrain. Je savais qu'avec Marie-André, il n'y aurait pas de cadeau. Mais c'est pas, non, mais c'est pas un piège. C'est des blagues. C'est des blagues, Marie-André. C'est pour ça que j'aime ça discuter. C'est qu'on a des bonnes conversations. En fait, personnellement, pour le moment, je suis ouverte. Je suis ouverte. C'est sûr qu'il y a eu les mouvements de femmes ici sont des mouvements qu'on peut considérer comme des mouvements blancs, oui, on le voit, des mouvements de femmes privilégiées, mais pas tant que ça. Il y a beaucoup de femmes, il y en a dans la salle aussi, qui viennent de milieux très modestes, qui ont pu aller à l'école et aller au collège parce que le gouvernement avait accepté que les petites filles d'ouvriers puissent aller à l'école et qu'on a eu des prêts et bourses. Alors, ça me fait toujours un peu sourciller quand on dit on est des femmes blanches privilégiées. C'est sûr qu'on n'est plus les petites filles qu'on était, des milieux populaires qu'on était. On a étudié, nos parents se sont privés pour nous faire étudier et on a accédé à de meilleures conditions de vie. Mais je pense que chez les féministes québécoises que je connais, la plupart, en tout cas, et la grande majorité, sont là pour permettre à d'autres femmes, d'autres générations de s'accomplir
et de vivre mieux, de vivre plus heureuse, de vivre avec, selon les idées, les idéaux qu'elles ont. Et pour moi, ça, c'est vraiment important. Alors, c'est clair que je vois très bien que ma condition à côté d'une femme congolaise n'est pas du tout la même. Et ça a été apporté, ça, petit à petit. Je pense qu'il reste à faire, pas une synthèse, mais que des mouvements différents permettent de faire bouger les stéréotypes et même dans les idéologies. Alors moi, ça me fait avancer, ça me fait réfléchir à ce que je suis, euh, au mouvement dont je viens, mais ça me permet aussi de comprendre et de raffiner mon modèle. Et même les remises en question de la sexualité, oui, est-ce qu'on n'a pas tendance à dire trop facilement, voici un homme, voici une femme, qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme, c'est toujours à remettre en question, mais c'est très riche. Alors, je ne pourrais pas dire quel est mon féminisme. Mon féminisme n'est pas arrêté, il est toujours en mouvement. Et je vais voir partout, puis j'écoute, et puis j'essaie de me tenir au fait de ce qui se dit, de ce qui s'écrit, de ce qui se vit, pour justement euh, continuer à progresser. Donc, C'est très important pour moi. ton féminisme est interrogation. Oui, mon féminisme a toujours été interrogation. Toute ma posture est une posture d'interrogation, dans l'écriture aussi. C'est pas pour rien qu'il y a tellement de phrases interrogatives dans Théo à jamais et qu'elle ne comprend pas ce qui s'est passé à la fin et qu'elle a l'impression qu'elle ne le saura jamais non plus. Thème 5. Alors, société, le Québec, le monde, l'histoire. On y est déjà un peu dedans, alors, par notre conversation. Que signifie pour toi écrire depuis le Québec? Ben, le Québec, c'est le lieu, c'est un lieu du cœur. Hein. Je suis née au Québec, j'aime le Québec. Je ne, je n'envie pas les gens qui vivent ailleurs. Vous allez peut-être me trouver encore là simple ou simpliste, mais je trouve que le Québec offre beaucoup de possibilités. Le Québec a aussi des difficultés. Culturellement, c'est très difficile d'affirmer une culture au Québec, de construire une culture au Québec, c'est très difficile, mais quand même, c'est un endroit où, pour moi, où il fait bon vivre. Et c'est un territoire, c'est un pays que j'aime au point de départ. On peut aimer son pays, on peut ne pas l'aimer. Moi, j'aime le Québec. J'ai toujours aimé le Québec. Bon, un endroit où il fait bon vivre, d'accord. Est-ce un endroit stimulant pour l'esprit? Ben, en tout cas, j'essaie de me stimuler. Je pense que maintenant, on peut sortir du Québec, on peut aller faire des voyages, on peut lire, on peut voir des films, on peut voir des sculpteurs. C'est clair que pour une population comme la France, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, au nombre de personnes qui sont, ils ont une richesse culturelle que nous, on ne peut pas avoir ici. Une profondeur historique aussi. Une profondeur historique, une richesse culturelle, simplement par le nombre d'artistes qu'il y a. Mais quand même, ça ne nous empêche pas de lire, de s'abonner au Monde si on veut. Maintenant, on l'a tous les matins par Internet. Je pense que ça a d'autres... Peut-être que dans les années 50, ou sûrement que dans les années 50, c'était vraiment important, mais aujourd'hui, même, moi, je ne vois pas de problème à vivre ici. Je me sens très bien. Je pense à notre regretté collègue de l'Académie, Naïm Katan, avec qui je mangeais à un moment donné, puis qui partageait son temps entre Paris et entre Montréal. Puis il me disait, ben Louise, je ne peux pas voir plus d'expositions, je ne peux pas sortir tous les soirs à Paris. Il faut quand même que certains soirs, je reste chez moi, il faut que j'écrive, il faut que je lise, il faut faire autre chose. Donc, il y a aussi, il y a des limites à ce qu'on peut faire.
Bon, c'est clair que je pourrais avoir tout un autre discours, parler de la pauvreté politique, de ce que j'attendrais et tout et tout. Je ne dis pas que je suis comblée, mais actuellement, il y a très peu de pays qui sont comblés sur le plan politique. Alors, je pense que nous ne faisons pas exception. Alors, le contraire de combler, c'est le vide. Est-ce que cette société québécoise que tu as vu évoluer là, au cours des dernières années, moi, j'entends souvent, elle tourne à vide, elle est vaine, les valeurs ont été changées, remplacées par d'autres valeurs ou sans valeur. Quelle est cette société pour toi? Comment, si tu te transformais un peu en sociologue de bazar, là? Sociologue, oui, grand public. Ben, je dirais, moi, je suis contre ça. J'ai enseigné toute ma vie. Il y a beaucoup de professeurs ici. Bon, j'ai mon petit-fils qui est là aujourd'hui, qui me fait le plaisir d'être là. Alors, bon, il y a une belle jeunesse qui a une belle jeunesse. Il y a des personnes très valables qui vont trouver leur voie, qui sont inventives. Il y a des personnes qui sont vraiment, bon, qui voient les choses de façon surprenante, qu'on ne voyait pas. Et moi, je veux pas être, je veux pas avoir de ressentiment. Aujourd'hui, la vie, c'est plus comme c'était, puis nous autres, on était bien et tout. Non, on continue, les valeurs ne sont plus les mêmes, mais il y a des bonnes valeurs, il y a des belles valeurs. Je crois, moi, aux valeurs actuelles et je pense que le Québec va continuer à se trouver. Quelles sont les valeurs actuelles qui dignes de mention? Quelles sont les valeurs? Bon, l'ouverture aux autres, l'ouverture à la différence. C'est une société chez les plus jeunes qui est beaucoup moins raciste que nous l'avons connue à notre époque, moins sexiste aussi, il faut l'avouer. C'est une société, je pense, qui va tendre la main plus facilement. Une société aussi qui va devenir plus originale. Parce que nous, c'était classé. Hein? On voulait être professeur, on voulait être médecin, on voulait être avocat, ou c'était nos parents qui voulaient ça. Alors que maintenant, on peut faire beaucoup, beaucoup de métiers différents. On peut inventer aussi son propre emploi. Je trouve qu'il y a quand même de très belles ouvertures actuellement qui sont laissées. Et ce n'est jamais donné une fois pour toutes. Sur le plan du travail aussi, on peut changer de travail. vie, on peut plus facilement que... Beaucoup plus facilement. Les gens peuvent changer de partenaire beaucoup plus facilement qu'il y a 50 ans ou 60 ans. C'est quand même un avantage. Tout dépend du partenaire. Non, mais quand même, pour nos parents, c'était pas envisageable. Pour nous, ça l'est devenu. Oui. Et puis, bon, il y a quand même eu une évolution. Puis cette évolution-là, bon, je trouve qu'elle est belle. Je vois les jeunes couples avec des enfants. Le père s'en occupe beaucoup. Les enfants ont l'air heureux. C'est quand même, je pense, une grande avancée par rapport à ce que moi, j'ai connu dans mon enfance. Et toutes les valeurs que charrie l'époque, performance, le paraître, puis tout ça, elles sont présentes aussi dans la société québécoise. Oui, oui. Tout ça, je ne dis pas qu'on est au paradis. Là. Non. Je ne prétends pas ça, mais je prétends que les gens se trouvent, ils n'ont plus de chance de trouver leur voie et ils ont plus de chance peut-être d'errer que nous, on pouvait le faire. Le droit à l'errance. Le droit à l'erreur et à l'errance. Oui. C'est la même racine, nous, on n'avait pas. Ouais. On avait très peu ce droit-là. Ouais. On va entendre un autre extrait. Alors, avec Denise. Là, c'est de la poésie.
Est-ce que vous l'entendez bien? Oui, oui, elle y a besoin d'un micro parce que comme on est enregistré, il faut un micro. Je voyais le caméraman gesticuler férocement, donc... Te voici rendu à l'âge des testaments, toi qui n'as jamais fréquenté les notaires, ni les docteurs de la loi. Tu apprivoises l'éternité des cimetières, même si ton cœur bat encore au rythme du printemps. Mais le poème voit plus loin que toi. Il est ta science intime, et tu trembles en écrivant ces vers. Tu as peur, et tu l'avoues, enfin d'éloigner le mauvais œil. Tu vis avec l'urgence d'ouvrir une route praticable pour ceux et celles qui bientôt te pleureront, comme tu as pleuré ta mère, et sa voix vieillit contre ton tympan. Il suffit parfois d'une phrase de mère pour continuer, et tu ne voudrais pas quitter ton petit monde sans une parole capable de résister à la détresse. Malgré l'usure de tes genoux, tu sais encore marcher, et tu resteras jusqu'au bout une femme de désir, soulevant à chaque pas la beauté endormie sous la poussière. Le désir est un horizon debout. Il reconstruit les villes sur l'odeur sanglante des tombes, des bombes. Tu l'invoques dans tes vers, pour les enfants sortis de tes entrailles sans l'avoir demandé. Jamais tu ne t'es vu comme l'apôtre d'une foi qui prétend déplacer les montagnes. Mais tu veux écrire fragile l'instinct de l'espoir. C'est maintenant ou jamais. Il est l'heure de donner tes bagues. Bientôt tu n'auras plus à réchauffer tes doigts. Tu n'auras plus besoin de rien. Tu te prépares à la nudité qu'il faudra pour tes noces avec la terre. Mais tu dis encore présente, comme tu répondais en classe à l'appel. Quelque chose en toi te presse d'obéir. Une mémoire allumée il y a des millénaires. Une voix d'ombre que tu portais à ton insu et qui soudain te brûle les mains. C'est maintenant, oui, ou jamais. La terre ne témoigne d'aucune compassion. Chaque jour, tu flaires son haleine contre ta joue et tu te demandes d'immoler en toi la femme, à la langue de toutes les catastrophes. Mais elle revient hanter tes vers. Et il faut te montrer coriace, plus coriace qu'elle, la femme de toutes les catastrophes. Tu agites dans ta paume les mots de la chance, afin de voir soudain apparaître une étincelle de joie que tu rêves de sauver sans la domestiquer. Car elle ne sera jamais à toi la joie, tu le sais. Elle vient et va au gré de ses envies. Elle mange dans les poubelles et s'abreuve d'eau croupie. Elle te fait oublier tes belles manières et tu redeviens l'enfant lunatique qui imaginait des moutons dans la moindre caisse. La joie ne se laisse pas dessiner. Et pourtant elle découpe des ajours à même le crâne où surgit la rose, tapis sous le noir. Et tu recommences à habiter les contes qui résistent à la logique du malheur. Merci Denise Desautels. Alors, c'est extrait de Exercice de joie. Alors, mine de rien, je vous avais dit que le temps passait vite. On s'achemine vers la fin de la dernière
partie, de la première partie de cette rencontre cet après-midi, la partie entretien. Mais il nous reste quand même 2 thèmes à couvrir. Vous allez voir qu'on va les faire au pas de gymnastique, mais tout de même. Le thème 6, rouage de la littérature, institution littéraire, statut de la littérature. On va discuter de tout ça. Tu as dirigé un temps la revue Voix et Images, hein, c'est en 95, de 95 à 98. Tu as fait partie à tes débuts du comité de lecture des éditions Remue-Ménage. Tu es membre de l'Académie des lettres du Québec. Tu as participé et tu participes encore à des jurys en littérature. Donc, tu es dans le dispositif autour de la littérature, ce qu'on appelle les institutions. Est-ce encore la romancière, la poète qui agit alors, qui intervient, ou l'intellectuel dans ce dispositif? Un peu toutes ces femmes-là. Ça dépend des moments. Je pense que moi, je crois aux institutions. Je vais faire un vibrant plaidoyer pour notre académie, qui est la plus vieille institution littéraire au Québec. Je pense que c'est pas comme un lieu de reconnaissance, mais un lieu de travail pour permettre justement à d'autres personnes d'obtenir des prix littéraires. Bon, il y a des personnes ici qui ont eu des prix de l'Académie et je trouve que c'est vraiment important. C'est important aussi de s'investir dans la vie culturelle parce que justement, si on ne fait rien, la vie culturelle périclite. Alors, pour moi, c'est quelque chose de... Je tiens à la vie culturelle au Québec et je ne me vois pas vivre sous ma petite bulle de verre en disant j'écris et sans nécessairement redonner ce qu'on me donne. Ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est qu'on me donne beaucoup et moi je redonne à d'autres. Et je disais ça souvent des étudiants qui me disaient comment est-ce qu'on peut te redonner ça? J'ai dit non, vous ne me redonnez rien, vous redonnez à d'autres personnes à côté. On se déplace et on donne à d'autres ce qu'on reçoit. Et c'est la façon dont je vois, moi, la vie culturelle au Québec, dans toutes les institutions auxquelles je crois, que ce soit l'Académie, que ce soit Voix et Images, que ce soit le PEN, le Centre québécois du PEN international, dont je fais partie du comité femmes. Je m'implique beaucoup socialement et pour moi, c'est important. Et ces institutions, elles sont en quelque sorte, c'est elles qui rendent, ou c'est l'inverse, qui rendent possible le terreau dans lequel la littérature va surgir, ou les œuvres vont surgir? Ben, est-ce qu'elles rendent possible, en tout cas, elles les mettent, ces institutions-là les mettent en lumière et les font connaître et les font lire et les font voyager. Mais est-ce qu'elles peuvent peser aussi sur les œuvres? Parce que... Sûrement. En introduisant, par exemple, des catégories ou des... Ben, des catégories, je vois moins la chose en termes de catégories, mais bon, je pense à la revue Voix et Images. Le travail qui se fait là est un travail extrêmement important et d'analyse de la littérature actuelle, de critique, parce qu'il y a des comptes rendus. C'est vraiment très important le travail qui se fait et qui doit être fait. C'est lu dans d'autres pays. Alors, les bonnes universités francophones sont abonnées à la revue Voix et Images. Donc, notre littérature voyage. C'est très important. Ouais. Thème 7, le passage du temps. Le temps de l'œuvre, le temps de l'écriture, le temps de la femme. L'album multicolore dont on a peu parlé là, au cours de la dernière heure dessine un portrait de ta mère, qui est un livre aussi, ce livre sur le deuil. Il est tout entier traversé par le temps, son temps à elle, le temps de celle qui écrit. Question abyssale, n'ayons pas peur des abysses. Que demandes-tu au temps? Je demande au temps de me laisser encore quelques décennies pour continuer à écrire mes livres. C'est tout ce que je lui demande.
Alors, si je pouvais avoir... Ben, Nathalie Sarraute est mon modèle. Elle a publié un superbe livre à 95 ans. J'aimerais beaucoup, moi aussi, en arriver là. C'est mon point d'horizon, c'est ma ligne d'horizon. Maintenant, je demande rien au temps non plus parce que le temps m'a déjà beaucoup donné et qu'on sait qu'actuellement, en tout cas cette semaine, on le sent beaucoup, que le temps va s'arrêter un jour et que et qu'il faut prendre chaque journée comme elle vient. Alors, ce que je demande au temps, c'est de me faire vivre l'instant aussi, ce que je n'arrive pas suffisamment à vivre encore. Alors voilà, donc j'espère quand même vivre de nombreuses décennies de beaux instants. Ouais. Si j'essaie de... Ouais. Parce qu'un écrivain se laisse traverser aussi par le temps Oui. pour être... Il dialogue avec des Oui. écrivains morts, avec des Oui. mondes morts, des Oui. mondes à venir aussi. Donc, il est traversé par le temps. L'écrivain est traversé par le temps constamment et bon, Proust est peut-être l'écrivain du temps, moi, qui m'a le plus touché. Mais on est aussi traversé par l'espace. Et ça, là, je pense qu'on n'a pas le temps d'en parler, mais le temps et l'espace vont ensemble et j'essaie de me construire un espace-temps où je pourrai continuer à bien vivre le plus longtemps possible. Et à écrire. Bien sûr. Puisque c'est lié. Oui. C'est lié à la vie, c'est une fonction vitale. Donc là, ben, merci beaucoup, Louise. Oui, on peut applaudir. On va entrer bientôt dans la partie lancement. Exercice de joie, je rappelle, c'est le 3e volet d'un triptyque sur les possibilités, je cite, du poétique face à l'horreur et à la détresse. Donc, il y a eu Plus haut que les flammes 2010, La main hantée 2016. Et là, la vision vient de la tendresse, une tendresse Tout à fait. assumée. Et qui est dédiée à ma fille qui est ici et à mon petit-fils qui a dû partir pour aller à son match de hockey. Ouais. Donc, lui aussi est soumis au temps. Oui, exactement. Alors, avant d'entrer dans cette partie, appelons-la festive, là, qui est le lancement, est-ce qu'il y a des questions, commentaires, réactions à ce que vous venez d'entendre? Tout a été dit, oui, au fond, exactement. n'est-ce pas? Tout a été dit. Je pense que le verre de vin s'impose. Oui, c'est... Ben, je voudrais remercier d'abord Marie-André qui a accepté de faire cet entretien-là. Merci à toi. Alors, Marie-André me pousse toujours dans mes derniers retranchements et je trouve ça très stimulant. Je remercie Denise qui a accepté de lire les textes. Je vous remercie d'être ici. Je suis très touchée que vous soyez déplacés un si beau dimanche. Je remercie l'Académie des lettres du Québec de cette chance-là qui m'a été offerte. La librairie, le Port de Tête, qui est toujours aussi accueillante, et Mathieu Arsenault, qui a accepté d'immortaliser ce moment. Alors, merci à vous tous et à vous toutes.